Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 29 du podcast Nature, Aventure, Survie. Dans cet épisode, on va discuter de calisthénie avec Al Cavadlo. On va avoir deux questions, l'une sur l'écorce de bouleau et le feu, l'autre sur comment intéresser les enfants à faire du bushcraft. Je vais vous poser trois questions et en gros je vais vous donner des devoirs. Et pour terminer, bien sûr, un conseil de lecture qui nous amènera en Malaisie. Bonjour à tous, on se retrouve donc en ce début d'année pour un nouvel épisode du podcast. Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont écrit un petit mail en fin d'année précédente pour me demander justement de continuer. Un chevreuil qui est chassé par un berger australien. Oui. Ah là là, il veut pas le lâcher. Putain. Oh, c'est adorable ces petits chiens là, mais vraiment pauvre bête. Bah oui, tu l'as perdu maintenant. Bon bah, je sais pas si les maîtres sont dans le coin. Qu'est-ce que je disais ? Oui, merci à tous pour les mails que vous m'aviez envoyés en fin d'année pour me demander justement de continuer ce podcast. Donc bah, oui, je vais continuer ce podcast parce que en fait c'est une excellente excuse pour discuter avec des gens qu'on apprécie, qu'on admire, et en l'occurrence pour cet épisode c'est vraiment le cas. Donc ça me fait plaisir de donner également la parole à certains de mes camarades. J'estime qu'on a tous quelque chose à apporter. Et puis bah ça fait toujours du bien, donc on est vraiment en mode conversation, on rencontre des gens, et si ça peut aider à démocratiser le bushcraft et si je peux vous aider dans votre pratique en répondant modestement à quelques questions, eh bien c'est parfait. Donc en ce début d'année extrêmement chargé, je me suis fait une petite balade et je tombe là sur un tronc qui est couvert d'amadouviers, donc des vieux amadouviers. Je n'ai pas pu les utiliser pour allumer un feu puisque la trame à l'intérieur est assez dégradée. Et puis je vois qu'il y a quelques daldini concentriques aussi qui commencent à sortir du bois, donc je sais que j'y reviendrai très bientôt au printemps. Je suis également sous un arbre qui n'arrête pas de couiner, mais bon, ça c'est pas grave. Donc pour débuter l'année, beaucoup de projets dont je vous parlerai en temps voulu, mais tout de suite je voudrais rebondir immédiatement sur le thème de la conversation. Lorsque j'ai repris le podcast l'année dernière, je vous avais parlé de ma passion quelque part pour ce qu'on appelle prétentieusement la musculation au poids de corps, ou les calisthénies. Donc ce sont un ensemble d'exercices que l'on peut pratiquer un petit peu partout sans nécessité d'avoir du matériel. Il suffit de faire des pompes, des tractions, ce genre de choses. Donc oui, il faut éventuellement une barre de traction. Et depuis que j'ai découvert cette activité, j'ai vraiment noté une amélioration phénoménale de mes capacités physiques entre guillemets lors de la course à pied, lors des combats en Krav Maga. Donc vraiment ça fait partie de ce qu'on appelle en général la préparation physique globale, la PPG. Donc j'ai profité d'un déplacement à Manhattan pour rencontrer une pointure de ce domaine, une pointure de renommée mondiale, donc Al Cavadlo, qui a publié à ce jour de nombreux livres sur la question des calisthénies et de l'entraînement au poids de corps. Alors qu'Al Cavadlo s'entraîne dans la rue, dans les parcs, ses vidéos sont très regardées sur YouTube, et il fait partie justement de ces personnes qui peuvent vous inspirer et répondre quelque part à vos questions lorsque vous vous lancez. Alors bien sûr, Al Cavadlo est américain, il ne parle pas français, donc vous allez devoir supporter ma voix puisque j'ai redoublé toute l'interview. Si vous souhaitez écouter l'interview en anglais, je vous la mettrai sur ma chaîne YouTube quelque part. Vous allez voir, c'est une simple conversation qu'on pourrait avoir avec n'importe qui. Mais j'ai essayé d'axer la conversation sur la découverte pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit.
Donc sans plus tarder, je vous laisse en compagnie de Al Cavadlo dans les rues de Manhattan avec les sirènes de pompiers et de police. Al, dis-nous, qu'est-ce qui est si génial avec les calisthénies? Ah mec, il y a tellement de choses que j'aime à propos de ça. Tu peux faire ça n'importe où. T'as pas besoin de te reposer sur une salle de sport ou n'importe quel équipement. T'as juste besoin du sol et de ton esprit de warrior à l'intérieur. Et au-delà de ça, ça peut te rendre fort, ça peut te mettre en forme, et puis c'est super sympa à faire. Quel est l'état d'esprit derrière la muscu au poids de corps? Parce que tu peux faire ça n'importe où et finalement tu n'as besoin que d'une barre de traction. Alors est-ce qu'on recherche simplement à faire une activité physique sans aucun matériel? Ou est-ce qu'on cherche à réaliser des trucs un peu impressionnants comme le drapeau humain par exemple? Tu sais, c'est un petit peu tout ça. C'est un super entraînement, ça ne demande pas de matériel, et si tu veux apprendre à faire des trucs impressionnants et te la péter après autour de tes copains, c'est plutôt sympa aussi. Des fois, avoir un but comme le drapeau humain, comme tu dis, ou même pour certaines personnes, simplement faire une traction, c'est déjà quelque chose de super satisfaisant quand tu y parviens, et ça te fait ressentir que tu peux faire n'importe quoi après. Tu as écrit un livre qui s'appelle Raising the Bar et avant que je le lise, en fait, j'étais incapable de faire une seule traction. Donc il m'a fallu persévérer, il m'a fallu apprendre à aimer la barre de traction pour m'y confronter. Et finalement, quand j'ai réussi à faire ma première traction, là j'étais vraiment parti. Depuis 0 jusqu'aux 10 premières et peut-être jusqu'aux 20 premières. Bon, je ne suis pas encore en 20 premières. Mais c'est vraiment quelque chose de très gratifiant dès qu'on arrive à réaliser un exercice que l'on vise. Ouais, c'est exactement ça dont je parlais et je suis très honoré que mon livre t'ait permis de faire ta première traction. Est-ce que ça fait longtemps que tu pratiques les calisthénies depuis plusieurs années, depuis que tu es gamin? C'est quoi ton background là-dedans? J'ai commencé quand j'avais 13 ans. J'étais un petit gamin tout maigre dans un quartier plutôt difficile et en fait je voulais pas me faire botter le cul. Donc j'ai commencé simplement à faire des pompes parce que je n'avais que le sol et en tant que cadeau d'anniversaire pour mes 13 ans, j'ai eu une barre de traction. Et maintenant j'ai 40 ans, donc ça fait 27 ans que je pratique et forcément tout ça s'additionne et ça commence à faire des choses. Quand on suit tes entraînements, on te voit faire beaucoup de traction, de pompes, beaucoup d'exercices et pourtant tu ne deviens pas énorme en termes de masse musculaire. Alors il y a une bonne partie de génétique. Certaines personnes sont plus disposées à créer de la masse musculaire face à l'exercice. Mais je crois aussi que les calisthénies sont l'occasion de construire un corps qui est fort mais fonctionnel aussi. Quand tu regardes certains bodybuilders, ils deviennent si énormes que leur corps a du mal à bouger et qu'ils ont parfois même du mal à lever les bras. Donc avoir beaucoup de muscles, même si esthétiquement ça peut être intéressant, fonctionnellement ça n'aide pas. Alors que les calisthénies, justement, t'aident à construire un corps qui est fort et fonctionnel. Ça t'apporte un physique qui, selon moi, est plutôt agréable à regarder, mais c'est vrai que ça ne va pas faire beaucoup de masse. Alors c'est vrai que je pense que je tombe aussi dans ce pool génétique de personnes qui ne développent pas beaucoup de masse musculaire, mais pourtant j'ai pu constater les bénéfices immédiatement dans ma pratique de la course à pied ou des arts martiaux. Et même si mon physique n'a pas vraiment changé, j'ai vu une amélioration exceptionnelle de mes qualités dans toutes ces disciplines. Ouais, être fort, ça te rend meilleur dans toutes les disciplines. Le calisthénie t'aide dans tous les domaines. Mais il faut aussi garder à l'esprit que toutes les personnes qui lèvent des poids ne ressemblent pas forcément à des bodybuilders non plus. Tu sais, je travaille dans une salle de sport et je peux te dire que la plupart des gens qui lèvent des poids n'ont pas un physique aussi développé que le mien. À ton avis, selon ton point de vue, quel est le principal but des calisthénies? Est-ce que c'est de gagner de la puissance? Est-ce que c'est gagner de l'explosivité? Est-ce que c'est devenir fort? Est-ce que c'est avoir un meilleur contrôle sur son corps? Est-ce que c'est développer de la masse musculaire? Ouais, ça peut être toutes ces choses-là. Mais ça dépend
aussi de l'entraînement que tu suis, n'est-ce pas? C'est vrai. Dans les sciences du sport, il y a le principe de spécificité. C'est juste un terme pompeux pour dire que tu deviendras meilleur dans le domaine spécifique où tu t'entraînes. Donc si tu t'entraînes spécifiquement pour améliorer ton explosivité et que tu pratiques des exercices qui développent l'explosivité, tu deviendras meilleur à ça. Si tu essayes de faire des mouvements plus lents et contrôlés, tu deviendras meilleur à ça. Mais en même temps, tout est très complémentaire. Si tu deviens plus fort, tu vas aussi devenir plus explosif. Si tu deviens plus explosif, tu vas sûrement devenir plus fort. Et en même temps, tu vas peut-être construire plus de masse musculaire. Donc tu peux essayer de te concentrer sur certains aspects de l'entraînement, mais au final, les calisthénies vont t'apporter tous les bénéfices que tu as cités. Justement, en parlant des calisthénies explosives, dont on ne parle pas souvent, on peut voir des trucs assez incroyables dans Convict Conditioning 2, l'entraînement d'un détenu 2, tels que les pompes claquées par exemple. Qu'est-ce que tu as comme exercice pour travailler l'explosivité? Oui, tu as mentionné des exercices bien connus comme les pompes claquées, il y a aussi les tractions claquées, des sauts, tout exercice où on bouge son corps rapidement en fait. Un sprint par exemple. Justement, c'est la question que je voulais te poser. Est-ce que tu mets la course à pied dans l'entraînement au poids de corps? Oui, tout à fait. La course à pied, finalement, ce n'est que toi, sans équipement, avec le sol. Maintenant, pour être clair, mon principal fonds de commerce, c'est le travail de la force, donc des choses comme les tractions, par exemple. Alors que la course a quand même une composante endurance qui est assez importante. Encore que si tu sprintes, si tu fais des exercices très courts, tu vas bénéficier d'un gain de force. Et là, on revient au principe de spécificité. Plus tu t'entraînes à la course à pied, meilleur tu vas y devenir. Mais moi, je me focalise plutôt sur la force, mais c'est vrai que je considère la course comme un exercice de poids de corps. Et qu'est-ce que tu penses de la course à pied minimaliste par rapport à la course plus traditionnelle avec des chaussures avec grosses semelles, par exemple? Alors, tu as peut-être remarqué que je porte des chaussures Xero qui ont une semelle très plate, très fine, et qui imitent vraiment ce que la foulée minimaliste, ce que la foulée pieds nus pourrait être. Encore qu'il faut avouer qu'au cœur de New York City, en plein hiver, c'est peut-être pas la meilleure idée de porter ce genre de chaussures. Ouais, tu risques d'avoir des engelures et de voir tes orteils tomber. Oui, ou je pourrais très bien marcher sur une seringue hypodermique, ça pourrait ne pas me faire du bien. C'est vrai que j'ai découvert la foulée minimaliste il y a quelques années et que j'ai pu constater une grande amélioration dans ma course, dans ma vitesse de course et dans ma technique. Est-ce que toi, tu en es fan aussi? Tu sais, avec les chaussures modernes et l'amorti si puissant de la plupart de ces chaussures, la plupart des gens ne sont pas conscients de la façon si brutale dont ils atterrissent sur le sol. Et la foulée minimaliste, les chaussures minimalistes, ça te fait te rendre plus présent, plus conscient de ce qui se passe au niveau de tes pieds à chaque pas que tu fais. Donc lorsque tu passes à une foulée minimaliste, quelque part, tu deviens plus conscient de ce qui se passe et tu améliores ta technique pour essayer d'atterrir moins violemment et c'est comme ça que tu vas progresser. Et du coup, ça te rend moins sujet aux blessures. Ouais, pour rebondir, moi depuis que j'ai adopté la foulée minimaliste, je n'ai plus aucune douleur au genou ou dans le bas du dos par exemple. Ce qu'il se passe aussi parfois, tu sais, c'est que des gens qui ne sont pas en bonne forme physique décident d'un coup de se mettre à courir et ils font tourner la machine trop vite en fait. Ils font beaucoup trop de kilomètres. Et au lieu de s'adapter tranquillement, de prendre des kilomètres tout doucement, ils sautent tout de suite à un niveau trop élevé pour eux. Et ça ne peut que t'amener à te blesser par exemple. La course à pied a une mauvaise publicité auprès de certaines personnes tout simplement parce que ces personnes-là ne sont pas prêtes à courir. Tu sais, il y a une expression un peu humoristique chez certains entraîneurs. Tu ne cours pas pour devenir en forme, tu dois d'abord être en forme pour pouvoir courir. Quelle est ta vision sur le phénomène que l'on surnomme le surentraînement? Tu vois, en course à pied, on entend beaucoup parler du surentraînement, dire qu'il ne faut courir qu'un jour sur deux, jamais tous les jours, il faut s'entraîner régulièrement mais laisser du repos. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est sûr que le repos est une partie importante de l'équation. En fait, tes muscles ne deviennent pas plus forts durant l'entraînement. Durant l'entraînement, tes muscles sont stimulés et c'est après, durant la phase de repos, lorsque tu dors, lorsque tu te nourris,
que tes muscles peuvent récupérer, se développer et devenir plus forts. Donc en réalité, tu peux t'entraîner tous les jours, mais tu ne peux pas t'entraîner tous les jours si tu pars de zéro. Il faut commencer à construire ça tranquillement. Je m'entraîne quasiment tous les jours. Il y a des jours qui sont un peu plus intenses que d'autres. Et puis on ne fait pas le même exercice tous les jours. Il y a une cyclicité sur les différentes parties du corps. Par exemple, aujourd'hui j'ai fait les jambes, hier c'était le haut du corps. Par contre, si j'avais essayé de refaire un entraînement du haut du corps aujourd'hui, j'ai encore des douleurs dans les épaules et les bras. Non, aujourd'hui c'était un jour de repos pour le haut du corps et j'y reviens demain. En parlant de ça, ça me fait penser à mon beau-père qui est un ancien champion de marathon dans les équipes de la police. Il a couru beaucoup de marathons en France et il en a remporté certains. Et il m'a toujours dit l'entraînement, et il m'a toujours dit le repos fait partie de l'entraînement. Donc il faut être capable d'écouter son corps et de savoir quand ne pas aller s'entraîner, même si on en a très envie, même si on a envie de réaliser des performances. Donc toi, dans ton entraînement, tu as un principe de cyclicité qui permet de reposer certaines parties du corps. Et je suis prêt à parier que pour ces courses où il a gagné, il a pris au moins un jour ou deux juste avant la course. En réalité, il a même pris une semaine avant et plusieurs jours après. Et il y a quelque chose aussi qu'on remarque, c'est qu'à l'époque, il ne courait qu'un ou deux marathons par an, alors que de nos jours, on voit des gens courir un marathon tous les mois. Ça aussi, c'est du surentraînement. Tu sais, j'ai une blague à propos du repos. Je dis souvent, mec, j'ai pris une semaine de repos, je suis venu à la salle et j'ai dépassé tous mes records. Je devrais prendre une semaine chaque semaine en fait. Bah tu sais, ça me rappelle quelque chose ça, avec l'entraînement au poids de corps. 2 ans auparavant, je me suis disloqué l'épaule au Krav Maga, un mauvais coup de pied. Du coup, j'ai eu 6 mois d'arrêt et ce que j'ai pu constater, c'est que en revenant à faire des tractions, la première fois que je me suis remis à faire des tractions, j'en ai fait 6 d'un coup. C'était comme si je ne m'étais jamais arrêté. Du moins, j'avais perdu un petit peu, mais je suis revenu avec une grande facilité. Est-ce que tu crois que l'entraînement au poids de corps, ça permet de construire des muscles qui ont, allez, disons, entre guillemets, une meilleure mémoire musculaire ou du moins des muscles un peu plus résilients? Pas nécessairement. Je pense que si tu t'étais entraîné à lever des poids de façon très consistante pendant plusieurs années auparavant, ça serait revenu également très vite après une période de repos. En fait, ce qui compte, c'est vraiment le fait d'être régulier et consistant dans son exercice. Il y a aussi le temps que tu as passé à t'entraîner avant la blessure. Donc si tu as été juste consistant pendant 3 mois, tu serais peut-être revenu au tout début, mais j'imagine que ça faisait un peu plus longtemps. Donc si ça fait plus d'1 an et demi que tu t'entraînes, finalement, en y réfléchissant, 6 mois, ce n'est pas si énorme que ça pour s'arrêter. Si on revient à l'entraînement au poids de corps, quels sont les exercices classiques qu'on peut faire? Des pompes, des tractions? Oui, des pompes, des tractions, des squats, des levées de jambes, des ponts. En fait, il y a tout un tas d'exercices qui ne sont que des variations de ces exercices de base. Disons que ce sont des groupes d'exercices. Il y a aussi l'équilibre sur les mains qui est un véritable défi. Yes, sir. Si on s'intéresse à ton dernier livre qui s'appelle Get Strong, dedans, pour les pompes par exemple, tu proposes de débuter avec des pompes surélevées, pompes en fait avec les mains sur un objet au-dessus du sol. Quelles sont ensuite les différentes étapes qu'on peut trouver? Bon, si tu as le livre, tu connais déjà la réponse, mais pour ceux qui nous écoutent, il suffit déjà de devenir bon à faire des pompes sur 2 mains. Ensuite, on ajoute des variations asymétriques. Un bras travaille un petit peu plus que l'autre. Des fois, on écarte le bras par rapport au corps. C'est ce qu'on appelle la pompe de l'archer ou la pompe de la machine à écrire. Et ensuite, tu peux envisager de faire des pompes sur une main. C'est ça qui est très intéressant dans ton livre, c'est que tu proposes de s'entraîner depuis un point qui est vraiment très facile et de petit à petit construire de la force jusqu'à réaliser un exercice qui est vraiment impressionnant. Peu importe où tu te trouves dans le continuum de la fitness, tu trouveras toujours un exercice qui te correspond et qui est à ta portée. Il y a un certain procès qui est fait au calisthénie. On dit que l'entraînement au poids de corps ne construit pas de muscles. Qu'est-ce que tu en penses, toi ?
Pour être clair, je pense que ton corps ne sait pas faire la différence entre un entraînement poids de corps et un entraînement où tu vas lever des haltères, par exemple. Tout ce qu'il comprend, c'est la stimulation des muscles. Et lorsque tes muscles sont stimulés et que tu leur donnes du temps pour se reposer, tu vas construire du muscle. Si cette stimulation vient d'un entraînement poids de corps ou du fait de lever des haltères, le résultat sera le même. Tu vas abîmer du muscle et quand ils seront reposés, tu reviendras plus fort. On peut te voir réaliser des tours assez impressionnants avec ton frère Danny. Votre groupe s'appelle les Cavadlo Brothers. On peut voir par exemple Danny en train de te soutenir pendant que toi tu réalises le drapeau humain ou alors le levier humain. Est-ce que pour pouvoir réaliser ces exercices-là et ces démonstrations, il y a un moment dans votre entraînement où vous êtes obligé de lever des poids? Non, mais tu peux lever des poids si ça te fait plaisir. Pour être clair, je n'ai absolument rien contre le fait de lever des poids. Mon truc à moi, c'est plutôt les calisthénies, mais si ça te fait plaisir de t'entraîner d'une autre façon, il ne faut pas hésiter. Mais en fait, il lève un poids puisqu'il me lève moi. C'est une autre façon de s'entraîner en levant des poids. Donc pour te lever toi, il n'a pas besoin de lever des poids. Non, on est devenu fort rien qu'en bougeant notre corps. C'est donc une façon très élégante de construire un corps qui soit fort, comme les Grecs. Oui, monsieur, c'est de là que le mot calisthénie vient. Juste une question à propos des kettlebells, parce que j'adore ça également. J'ai vu la semaine dernière une vidéo de Danny en train de faire des presses avec kettlebell. Est-ce que toi aussi ça t'intéresse? Ils ont leur place. C'est vrai que je n'utilise pas beaucoup les kettlebells dans mon entraînement, mais si j'ai terminé mon entraînement de calisthénie et qu'il y a une kettlebell qui traîne dans la salle de gym, par exemple, eh bien, je peux commencer à la balancer dans tous les sens. Ouais. Et ça ajoute également beaucoup de variété finalement à son entraînement. C'est vrai que vous n'avez pas à faire une seule chose. Beaucoup de gens pensent si je fais des calisthénies, je ne dois absolument pas lever de poids. Alors que de temps en temps, ça fait du bien de changer, d'essayer autre chose. C'est comme si vous étiez un chef et que vous vous spécialisiez dans la cuisine française, par exemple. Est-ce que ça vous interdit vraiment de faire un plat italien? Ça m'amène à une question sur la philosophie de l'entraînement. Dans ton livre, on voit une évolution très graduelle finalement des exercices. Mais ça me rappelle également Pavel Tsatsouline qui parlait des entraînements au kettlebell et à une philosophie que j'appelle en français le plateau. C'est-à-dire qu'on commence par un exercice plutôt dur, on continue de s'entraîner jusqu'à ce que ça devienne moyennement dur et on continue de s'exercer encore jusqu'à ce que ça devienne vraiment facile. Et à partir de là, on peut recommencer avec un autre exercice beaucoup plus dur et ainsi de suite. Qu'est-ce que tu en penses? Similar to what we do with calisthenics. If you've checked out the book Get Strong, you know it's divided into 4 phases. En fait, on retrouve ça également dans mon entraînement, puisque si tu regardes le livre Get Strong, tu vois que c'est divisé en 4 grandes phases, et chaque phase, tu es censé y rester environ 4 semaines. Donc tu commences avec des exercices qui sont durs pour toi, qui deviennent ensuite faisables, et qui deviennent très faciles vers la fin, et ensuite, quand tu passes le test, tu peux passer à la phase suivante. Ce que j'ai trouvé très intéressant dans Get Strong, c'est que finalement tu as déjà placé les variations qui doivent avoir lieu de semaine en semaine. Dans d'autres livres, comme l'entraînement d'un détenu par exemple, pour ne pas le citer, on te dit juste de faire 3 sets de 30 répétitions et c'est uniquement quand tu auras réussi à faire ça que tu peux passer au reste. Alors que dans Get Strong, c'est vrai qu'on peut commencer avec 2 sets de 10, puis ensuite 2 sets de 20 et on évolue comme ça jusqu'à ce qu'on atteigne un niveau qui soit acceptable. Et justement pour arriver à un niveau après où on peut changer de phase. Alors comment est-ce que tu as décidé de faire ça avec ton frère? Eh bien au travers de nos propres essais-erreurs, au fait de travailler avec différents clients au fil des années, on a essayé de voir ce qui fonctionne à peu près pour tout le monde et on a distillé ça dans un motif qui puisse être appliqué à peu près tout le monde. Après tu peux peut-être avoir besoin de rester un petit peu plus longtemps sur une phase, tu peux avoir besoin de travailler davantage certains exercices, mais ça c'est normal, tu t'adaptes. Ça n'a pas à être quelque chose de figé.
Et en plus, vous avez rajouté d'autres exercices. Par exemple, à la fin du livre, vous rajoutez ce qui est l'exercice pour moi le plus challengeant, le muscle-up. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bon, pour être clair, il n'y a pas de truc. Tu dois déjà être fort et tu dois avoir une certaine technique. Et en fait, il est plus facile de le montrer que d'en parler. Disons que tu dois déjà être très très bon aux tractions, tu dois pouvoir faire des tractions explosives. Et puis, c'est pour ça que je travaille en face à face avec les gens, tu dois pouvoir être accompagné. Tu le sais très bien, tu ne peux transmettre qu'une partie des informations que tu as à travers des vidéos ou un livre. Et c'est pour ça qu'il est important d'avoir un entraîneur avec toi qui va pouvoir te donner des trucs, des astuces spécifiques à ta pratique à toi. I've been working the bridge for several months and I really love that exercise, the full bridge. Ouais, je te rejoins, c'est important que quelqu'un puisse voir la forme de ton corps finalement. Par exemple, lorsque j'ai travaillé le pont complet, ça m'a fait beaucoup de bien pendant plusieurs mois, ça m'a soulagé de mes douleurs au dos à cause de la course à pied. Mais la première fois où j'ai fait un cours de yoga et où on m'a demandé de faire le pont, la prof m'a immédiatement pointé le fait que mes coudes partaient vers l'extérieur. Et ça semble être une différence si infime que je n'y avais pas fait attention. Et quelque part, cette différence si infime peut mener éventuellement à une blessure. Oui, et même sans forcément se blesser, en fait, vous n'allez juste pas avoir tous les bénéfices de l'exercice. Alors, on va parler de tes livres. Jusqu'à présent, tu en as publié 8. Waouh! J'en suis seulement à mon 5e. C'est déjà 5 de plus que la plupart des gens. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler leur titre? Le tout premier livre que j'ai écrit s'appelait We Are Working Out, une approche zen du fitness quotidien. J'ai voulu écrire cela parce que j'avais l'impression que l'industrie du fitness était trop orientée vers les résultats, vers le but, et pas assez vers le processus qui mène à ça. Donc tout le livre était plutôt concentré sur l'entraînement. Et le but, le résultat, il arrivera de lui-même lorsqu'on se concentre sur l'entraînement. Ensuite, je me suis mis à écrire des livres qui étaient un petit peu plus mainstream, on va dire. Ce premier livre m'a permis de rentrer dans le jeu et ensuite j'ai voulu toucher une audience beaucoup plus large. Surtout que ce premier message, je pense que beaucoup de gens n'étaient pas encore prêts à l'entendre. Alors du coup, je continue de mettre ce même message dans chacun de mes livres, mais sans y aller aussi fort. Le livre suivant que j'ai écrit, c'est celui dont tu as parlé tout à l'heure, il s'appelle Raising the Bar. Et ce qui m'a inspiré pour écrire ce livre, c'est tout simplement parce que je cherchais un livre, mais j'étais incapable de trouver quelque chose qui me dise quoi faire avec une barre de traction. Alors je me suis dit, je vais devoir l'écrire moi-même. Alors dans le processus qui a consisté à écrire ce livre, j'ai appris beaucoup par moi-même, j'ai parlé avec beaucoup d'autres pratiquants de calisthénie et donc j'ai synthétisé tout ce que j'ai pu. Et finalement, ce livre a été très très bien reçu à l'époque. Et ça a permis de me faire connaître encore un peu plus. Le livre suivant que j'ai écrit s'appelle Pushing the Limits. Donc ce sont tous les exercices que tu peux faire simplement avec le sol. Des squats, des pompes, ce genre de choses. J'ai fait un livre spécialement dédié à la mobilité qui s'appelle Stretching Your Boundaries. Et puis j'ai écrit un livre qui s'appelle Zen Mind, Strong Body, qui finalement est un petit peu comme le premier livre que j'avais écrit. Est-ce que c'est le livre où tu fais un lotus sur la couverture? Non, ça c'est le premier. En fait, sur celui-là, je suis en train de faire une sorte de prière. Et ce livre a consisté en fait à transcrire ma philosophie sous forme de mots, philosophie de l'entraînement. Après ça, Danny, mon frère, et moi-même, nous avons écrit un livre qui s'appelle Street Workout, qui est en fait une encyclopédie de tous les mouvements et tous les exercices que tu peux faire sans matériel, sans accès à une salle de sport, par exemple.
Et puis on a écrit le livre Get Strong. On l'a fait parce que beaucoup de gens nous demandaient un programme très spécifique. Les gens voulaient vraiment le programme précis, tous les exercices qu'on doit faire, le nombre de répétitions, combien de temps on peut se reposer, quand est-ce qu'on passe aux exercices suivants. Et enfin, il y a un livre qu'on a sorti un peu plus tôt dans l'année qui s'appelle Next Level Strength. Et c'est un programme qui inclut en fait des anneaux de gymnastique parce que beaucoup de gens, comme moi par exemple, adorons utiliser les anneaux de gymnastique. Voilà, c'est mon catalogue. Et ton frère aussi a écrit des livres vachement bien, comme par exemple... est-ce que tu penses au livre Strength Rule? Non, c'est Diamond Cuts Abs. Oui, ça c'est le livre de Danny, c'est son manifeste pour avoir une tablette de chocolat. Beaucoup de nutrition, beaucoup de diète, beaucoup de régime. Parce que bien sûr, l'entraînement est capital, mais la nutrition c'est aussi quelque chose de très important. Ouais, dans un sens, la nutrition fait partie également de l'entraînement, parce que quand on s'entraîne, quand on fait du sport, notre corps demande des aliments qui sont plutôt sains. Oui, tout à fait. Alors en dehors d'écrire des livres, tu es aussi un entraîneur pour PCCC, une certification progressive au calisthénie. Ça m'a permis de voyager un petit peu partout dans le monde, à enseigner des calisthénies. Parce que les livres et les vidéos, c'est super, mais ça n'équivaut absolument pas au fait d'avoir quelqu'un face à toi qui t'entraîne et surtout à l'émulation d'un groupe de passionnés. Donc en général, on passe vraiment du bon temps dans ces stages-là. Je me suis presque inscrit à la session qui se déroulait à Londres, mais je n'ai pas pu me libérer. Ah, c'est dommage, on aurait bien voulu t'y voir. Mais en fait, est-ce que tu as déjà à être un instructeur certifié ou est-ce que n'importe qui peut s'inscrire? Non, n'importe qui a envie de pratiquer les calisthénies peut venir. Ok, bah tu me prévois une place pour la prochaine fois. Ok, on va en terminer. Rappelle-nous où est-ce qu'on peut te retrouver. J'ai un nom très particulier. Donc si vous tapez sur Google Al Cavadlo, K-A-V-A-D-L-O, vous allez vite trouver tous mes trucs. Donc Facebook, mon site, Instagram, ce genre de choses. Et j'espère que vous allez vite choper le virus. Et puis, hey, we are working out. Voici le livre Get Strong. Alors je ne sais pas si tu dois payer la livraison internationale quand tu commandes en France. Non, par Amazon, tu peux l'avoir facilement. Alors ce livre était particulièrement difficile à commander parce qu'au début de sa sortie, on ne pouvait le commander qu'en version numérique en France. Et puis la version papier est arrivée un peu plus tard, mais maintenant tout est réglé. Ok, c'est super. Alors maintenant j'espère que j'aurai ma signature. Thank you, Al. J'espère que cette conversation vous aura plu. Je vois au loin arriver les maîtres du petit berger australien qui a fait le foufou après un chevreuil. Donc j'espère qu'il ne s'est pas fait talonner. Donc voilà, une interview qui s'est déroulée en pleine ville, pour laquelle on a été obligé de s'arrêter souvent parce qu'il y avait des sirènes aux alentours et des cris, mais bon, c'était fort sympathique de le rencontrer et donc d'aborder un petit peu sa philosophie également de l'entraînement. Alors, l'année dernière, je vous avais recommandé effectivement le livre L'entraînement d'un détenu, dont le titre original est Convict Conditioning. J'ai eu beaucoup de questions là-dessus et je tiens à réitérer mon avertissement. L'entraînement d'un détenu, pour moi, c'est juste une honte d'avoir publié un livre pareil en français. La traduction est calamiteuse, c'est vraiment dégueulasse et en fait le livre n'est sauvé que parce que le contenu d'origine est excellent. Ma seule recommandation serait que si vous comprenez un petit peu l'anglais, si vous parlez un petit peu l'anglais, si vous savez lire l'anglais, je vous conseille vivement d'acheter Convict Conditioning, donc le livre en version originale. Si pour vous la langue de Shakespeare est absolument étrangère, bon là vous pouvez éventuellement vous rabattre sur la version française. Ce sont quand même des livres qui valent de mémoire une 30aine d'euros et c'est juste dégueulasse d'avoir publié un torchon pareil. Alors la personne qui s'est chargée de la traduction, je ne la connais pas, je n'ai rien contre elle. Apparemment c'est quelqu'un qui travaille beaucoup dans les arts martiaux, je crois. Mais voilà, c'est pas son métier quoi. Et pourquoi lui avoir confié ça? On a l'impression qu'il a juste fait du Google Translate et qu'il a juste rajouté 2-3 mots de liaison. Ah,
le petit chevreuil. Le petit chevreuil, du coup, il reprend sa petite vie, il est dans le terrain juste à côté. Bon, au moins, on l'a laissé tranquille, je vois plus le chien. C'est fou, la vie en forêt. Je disais quoi ? 1, 2, 1, 2. Oui, traduction dégueulasse, c'est vraiment une honte qu'une maison d'édition puisse oser vendre, déjà plus de 30 balles, un livre en noir et blanc, et mal traduit, quoi. C'est juste honteux. Donc Convict Conditioning, c'est une bonne mise en bouche pour tout ce qui concerne les calisthénies, la musculation poids de corps. Donc je vous encourage vraiment à aller consulter ce livre. Il y a beaucoup d'images, hein, donc même si vous ne comprenez pas très bien l'anglais, ça peut vraiment vous aider. C'est très progressif. Donc vraiment pour moi c'était un bon point de départ. Mais maintenant, avec la publication de Get Strong par Al et Danny Cavadlo, eh bien, j'aurais bien envie de vous dire que ce livre-là peut aussi faire très bien office de guide du débutant, en fait, et pourra vous conduire à des niveaux de force vraiment inégalés. Alors, le livre est très bien structuré en soi. Je fais pas de la pub juste parce que j'ai rencontré Al, c'est juste que vraiment, je trouve le programme très très bien fait. Le livre est divisé en 4 parties, donc il y a les fondations, il y a les briques, il y a vraiment la consolidation, et puis il y a le niveau extrême. Et vous débutez en fait à un niveau qui est accessible à quasiment tout le monde. Ce qui est intéressant, c'est que les exercices en eux-mêmes sont accessibles, mais également on vous donne les répétitions que vous allez devoir faire et le nombre de sets à faire. Donc vraiment vous êtes pris par la main. On vous dit chaque semaine combien d'entraînements faire et combien de répétitions, combien de sets vous allez devoir faire à chaque fois. Et lorsque vous passez enfin le test qui termine une phase, eh bien, on vous amène à nouveau vers d'autres exercices, d'autres répétitions, d'autres sets. Donc d'une semaine à l'autre, vous allez évoluer non seulement en termes de nombre de répétitions à atteindre, mais vous allez aussi très vite apporter de la variété dans votre programme, là où dans Convict Conditioning, vous allez devoir juste vous atteler à un exercice jusqu'à ce que vous atteigniez un certain niveau. Donc moralement c'est beaucoup plus intéressant je trouve de suivre le programme Get Strong parce que voilà, vous avez cette variété qui fait que vous n'allez pas vous ennuyer, vous n'allez pas trop stagner sur certains exercices qui peuvent être délicats. Et puis bien sûr, alors comme dans tous les livres de Al Cavadlo et de Danny Cavadlo, vous ne trouvez pas seulement le programme pour vous entraîner, vous trouvez aussi tout un tas d'informations annexes, donc des exercices pour progresser, des exercices pour juste vous amuser et rajouter quelque chose dans vos entraînements. Vous allez trouver beaucoup de conseils sur ce que j'appelle un peu la philosophie et le lifestyle calisthénie, donc la façon de s'entraîner régulièrement, combien de temps, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger, enfin bref, vraiment beaucoup d'informations en plus de l'entraînement. Donc je ne peux que vous recommander ce livre, mais malheureusement il n'est pas traduit en français, donc là il faut vraiment comprendre l'anglais, même si encore une fois il y a beaucoup d'images, beaucoup de photographies qui vous permettront de comprendre. Avec les bonnes résolutions de début d'année, se remettre au sport par exemple, eh bien pourquoi pas, puisque les calisthénies pour moi c'est vraiment l'entraînement on va dire survivaliste entre guillemets. Vous n'avez pas besoin de matériel, vous avez juste besoin du sol et de quelque part où vous suspendre. Donc une barre de traction, une branche d'arbre. Des fois moi j'aime bien faire le gogol et faire des tractions dans les bois quand personne ne me voit. Voilà. On va passer aux questions. Donc si vous voulez que le podcast continue, si vous voulez qu'on pérennise tout ça, il va falloir m'envoyer des questions. Donc n'hésitez pas à me contacter sur l'adresse mail questions@albancamp.com ou vous allez sur mon profil Anchor et vous aurez un petit bouton Send Voice Message. Vous pouvez m'envoyer donc un message vocal directement depuis votre téléphone ou votre ordinateur. Il suffit que ce soit juste équipé d'un microphone. Alors, on va commencer avec une question que j'ai reçue en 3 exemplaires. J'ai reçu la question de la part de Guilain, de la part de Paul et de la part d'Arthur. Donc je vais prendre la question d'Arthur qui a été la dernière à arriver. Bonjour Alban. J'ai effectué un stage auprès de
Et nous avons appris à allumer du feu avec de l'écorce de bouleau, mais quand je réessaye à la maison, j'ai beaucoup de mal. Ta dernière vidéo m'a donné envie de m'y remettre et je pense avoir tout ce qu'il faut pour le faire, même si je ne maîtrise pas la méthode à 2 doigts. Donc c'est la méthode où on tire le Firesteel, où on pousse avec le pouce pour essayer de sauvegarder en fait l'intégrité du Firesteel. Du coup on n'use qu'une toute petite partie. Et vous pouvez économiser votre Firesteel, il ne risque pas de péter au bout d'une dizaine d'utilisations. Du coup, je pense que je m'y prends mal. Aurais-tu d'autres trucs et astuces pour y parvenir? Alors, c'est marrant, Arthur, puisque Guilain m'a posé exactement la même question. Alors, il n'a pas fait le stage dans la même école, apparemment, et juste un petit à côté, je suis assez sidéré de voir que certaines écoles de survie n'amènent l'écorce de bouleau et le Firesteel que au niveau 2. Putain, mais vous faites quoi au niveau 1 alors? Je sais pas, l'écorce de bouleau pour moi c'est vraiment un allume-feu qui est extrêmement basique. Alors c'est sans prétention que je dis ça, mais juste parce que l'écorce de bouleau, le bouleau vous en trouvez quasiment partout. C'est largement répandu à la surface de la Terre, en particulier dans l'hémisphère nord. Donc c'est quelque chose que vous avez de grandes chances de rencontrer lorsque vous allez en forêt. Et puis c'est pas très difficile, il suffit juste de s'appliquer un petit peu. Donc, bien sûr, ça se travaille, hein, ça s'apprend. Je ne suis pas en train de dire que ça se fait en un claquement de doigts. Il suffit d'apprendre la bonne méthode et normalement, ça fonctionne. Donc, l'écorce de bouleau, qu'est-ce que je peux te donner comme conseil? Alors déjà, je vois que si tu me poses la question, c'est que peut-être ma vidéo n'était pas si bien faite que ça. Donc c'est la vidéo qui s'intitule « Vous les aimez bien grosses », histoire de faire quelque chose de délicat. Dans cette vidéo, je pense que j'ai exposé donc, la méthode pour faire des grosses étincelles avec le Firesteel sans trop l'abîmer. J'ai présenté longuement la façon d'identifier de bonnes écorces de bouleau. Alors peut-être, oui, il y a peut-être un truc donc, à rajouter, c'est ce que j'ai dit à Guilain récemment sur Instagram. Quand tu grattes l'écorce de bouleau, on a tendance à dire qu'il faut faire de la poudre, et je sais que j'ai déjà écrit ça par le passé, mais c'est je pense que c'est une mauvaise formulation. En réalité, ce que tu cherches à faire, ce sont des tout petits copeaux. Donc plutôt que... Souvent, je vois des gens gratter extrêmement vite l'écorce de bouleau. Donc ils prennent leur écorce de bouleau, ils prennent leur couteau, et puis on les voit crac, 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 crac. Donc ils grattent extrêmement vite, ça forme de la poudre, et normalement ça s'enflamme plutôt bien. Je pense que justement, il vaut mieux ralentir un petit peu le rythme, bien caler l'intégralité de la lame contre l'écorce de bouleau et gratter tout doucement en tirant vers soi. De la sorte, on fabrique des copeaux qui sont un petit peu plus épais, donc quelque chose qui vraiment va pouvoir s'enflammer et durer suffisamment longtemps, on va dire, pour échauffer la température de ce qu'il y a aux alentours et communiquer la combustion. Donc vraiment, prendre le temps de gratter en tirant lentement vers soi. Je pense que déjà tu fabriqueras des copeaux de meilleure qualité. Ensuite, non, il n'y a pas de sens que tu grattes depuis l'intérieur, donc la face qui est plutôt sombre, ou de l'extérieur, la face qui est plutôt blanche. Normalement, il n'y a pas de différence. Toujours est-il que quand tu grattes, tu dois commencer à voir une coloration qui ressemble à du bois à l'intérieur, un bois qui est très clair. Donc qui montre que en fait, tu as creusé à l'intérieur des couches de l'écorce. Et puis ensuite, oui, applique-toi. Alors tu peux utiliser la méthode simple où tu places le Firesteel à 45 degrés et où tu places le grattoir à 45 degrés également et où tu grattes l'intégralité de la tige. Donc là, tu es sûr d'être stable, tu es sûr d'avoir des bonnes étincelles qui vont tomber à peu près là où il le faut. Et si tu as envie de complexifier la chose, essaye la technique qui permet d'économiser le Firesteel en ne grattant que son extrémité. Ça fait des grosses étincelles et pareil, ça peut permettre de l'enflammer beaucoup plus facilement. Donc voilà, ça me permet juste de souligner le fait que oui, c'est bien gentil de regarder des vidéos sur internet, c'est bien gentil de lire des livres, même s'ils sont très très bien écrits, comme les miens par exemple. Mais en fait, rien ne remplace le contact humain et quelqu'un qui peut te montrer comment ça fonctionne et surtout quelqu'un qui peut mettre le doigt sur l'endroit, en fait, sur le petit truc qui fait que tu n'as pas encore maîtrisé la technique. Donc c'est un échange, il faut que tu trouves quelqu'un qui soit capable de faire ça. Normalement, si tu payes un stage, on doit être capable de te le faire. Mais ça c'est pas dans toutes les écoles. Je sais pas si je vous ai déjà raconté, mais moi il y a
de nombreuses années, j'avais fait un stage de survie. Excusez-moi, je vais me moucher. Ah, je dis bien. Il y a de nombreuses années, j'avais commencé à faire un stage de survie dans une école que je ne citerai pas et que j'ai pris l'habitude de ne pas recommander de toute façon. Une école qui bourrine des arbres verts, qui n'en a rien à cirer du milieu naturel, bref. Et puis surtout, je suis sorti de ce stage en étant incapable d'allumer justement un feu avec de l'écorce de bouleau et un fire steel. Tout simplement parce que les moniteurs n'étaient pas capables de mettre le doigt sur ce qui n'allait pas, et ce qui n'allait pas, c'était pas ma technique, c'était juste le grattoir de mon fire steel. C'était juste le fait que cette putain de pièce de métal n'était pas capable de racler la tige de ferrocerium pour décrocher des petits copeaux qui s'enflamment, enfin qui forment les étincelles. Donc tout ce qu'il aurait fallu faire, c'est me dire ah, ton grattoir est pourri, tiens je t'en prête un. Mais non, donc ça montre que voilà, en France, c'est vrai que dans certaines écoles de survie, il y a du bon, il y a du moins bon. Je suis pas là pour critiquer, je ne donne pas de nom. Renseignez-vous juste bien avant d'aller mettre de l'argent dans un stage. Voilà. On enchaîne avec la deuxième question. Alors là, c'était question de Arthur C. Cette fois, beaucoup d'Arthur. Bonjour Alban, mon fils de 8 ans et moi-même avons réalisé un stage de bushcraft l'été dernier et mon fils a beaucoup apprécié. Mais depuis, j'aurais voulu continuer avec lui à apprendre de nouvelles choses et à lui faire découvrir de nouvelles choses. Comment pourrais-je l'intéresser davantage au bushcraft ? Merci à toi pour les vidéos et les articles qui permettent de prolonger l'aventure et les découvertes. Cordialement, Arthur. Alors Arthur, tu souhaites donc faire en sorte que ton fils s'intéresse davantage au bushcraft. Bon, alors soyons clairs, il va pas être facile de le forcer à s'intéresser au bushcraft s'il n'en a rien à cirer à la base. Donc visiblement, vu que tu as fait un stage avec lui et que ça lui a plu, il n'y a pas de raison que renouveler l'expérience ne lui plaise pas. Donc peut-être que tu peux envisager de faire un autre stage. Après, je suis d'accord que côté financier, ça ne doit pas être trop évident. Personnellement, j'aurais peut-être 2 ou 3 petites astuces, petits conseils. Alors, en termes de motivation, je n'ai jamais vu de meilleure motivation avec des enfants que de leur faire allumer un feu. La fierté qu'ils ont de produire des flammes à partir de ressources naturelles, je trouve ça vraiment stimulant et en fait, il n'y a vraiment pas besoin de trouver un chemin détourné, de trouver une astuce, de faire une mise en situation ou quoi que ce soit. Non, dès le début, tu leur dis juste, vous allez allumer un feu. Et bizarrement, ils se jettent dans l'expérience vraiment avec passion et je pense que ça reflète là quelque chose qui est atavique, quelque chose qui est vraiment ancré dans nous les humains, le fait qu'on soit capable de maîtriser le feu et notamment de maîtriser la création du feu. Donc je t'encourage à allumer des petits feux avec lui par exemple, tu lui dis on va en forêt, on allume un petit feu dans un coin discrètement, pas de souci, tu peux essayer le feu par friction, mais là je suis d'accord qu'il faut déjà être bien formé avant pour pouvoir expliquer aux enfants ce qui fonctionne ou pas. Et même moi, lorsque je l'ai fait en collège, certains élèves y arrivaient bien et il fallait juste les encourager un petit peu. Après, je suis d'accord que ça demande de l'effort, de l'exercice, c'est un peu long, il faut tenir une position particulière et puis en plus quand on arrive à avoir juste une braise, c'est que le début, il faut réussir à faire un nid. Donc pour certains élèves, c'était un peu décourageant, mais ils étaient quand même très enthousiastes à l'idée de frotter les bouts de bois ensemble avec un archer là. Donc tu as moyen d'intéresser éventuellement ton fils de cette façon-là. Ensuite, pourquoi ne pas passer simplement une nuit en forêt ? Renseignez-vous un petit peu, essayez de trouver un coin sympa pour un bivouac et puis vous y allez tous les deux. Alors avec une tente, avec tout le confort moderne, mais juste histoire de se retrouver tous les deux dans les bois, de faire un petit feu le soir pour faire griller de la viande, le repas. Voilà, ça peut être une idée. Et puis sinon, il y a tous les petits jeux, les jeux de pistes, les jeux de recherche. Notamment, il y a un jeu que j'aime bien en général, j'appelle ça le jeu du petit explorateur, où je fais une liste
d'éléments à trouver dans le milieu. Alors en général, moi je me suis déjà baladé pour voir ce qui peut être intéressant dans le coin. Donc je demande, trouve-moi un champignon de couleur rouge, trouve-moi un oiseau ou une plume de couleur bleue. Et puis à chaque fois, donc on fait l'inventaire. Lorsque l'enfant a trouvé ça, il peut prendre une photo ou alors ramener carrément. Et lorsqu'on fait l'inventaire, en fait, c'est là que tu peux commencer à apporter des billes, apporter des connaissances supplémentaires. Donc, le champignon de couleur rouge, là, c'est une amanite tue-mouche, donc c'est toxique, il ne faut pas en manger. Par contre, ça ne pousse que là où il y a des bouleaux. Et là, du coup, bouleau, ça permet de faire du feu. Ensuite, tu ramènes une plume de couleur bleue. Alors, c'est un beau bleu électrique. Souvent, les enfants ne pensent pas que dans la nature, il puisse y avoir des couleurs aussi vives. C'est une plume de jet des chênes. Et là, on explique le mode de vie de cet oiseau et son lien, justement, avec l'arbre, le chêne. Bref, tu as moyen de faire ça, puis ensuite plus tu montes en niveau, plus le jeu de piste peut devenir compliqué. Donc au lieu de donner une plume de couleur bleue, un champignon de couleur rouge, tu vas passer sur quelque chose comme trouve-moi un champignon pour faire du feu, trouve-moi une plante comestible. Et ensuite quand vous faites de l'inventaire, il doit en plus donner le nom de la ressource qu'il a ramassée, expliquer comment on l'utilise. Voilà, c'est des petites activités, des petites billes qu'on peut tenter. Alors ça marche avec les enfants. Le mieux c'est quand ils commencent à avoir déjà quelques petites connaissances. Donc c'est un jeu que je fais en général en fin de stage lorsque j'accueille des enfants avec leurs parents. Et puis voilà, faut pas hésiter simplement à faire une balade, je pense. Tu vois, là aujourd'hui je suis sorti, j'étais pas motivé, le boulot là, je suis submergé, j'ai plein de trucs à faire. J'ai l'impression d'avoir la tête sous l'eau en permanence. Je me suis dit stop, là je sais que je serai à la bourre dans mon travail, je sais que je serai à la bourre dans mes écrits, je sais que je serai à la bourre dans plein de trucs, mais tant pis, là je sors, je me fais juste plaisir, je me fais juste une balade. Et voilà, durant ma balade j'ai croisé des amadouviers, des daldini concentriques, des tramèdes versicolores. J'ai trouvé des champignons un petit peu rigolos, je me demande si j'ai pas trouvé un ganoderma, il faut que je vérifie. Tu vois, le chevreuil et le berger australien qui sont passés juste derrière. Bref, je dis toujours l'aventure est au coin du bois parce que souvent quand on veut juste faire une balade, c'est là qu'on trouve des trucs sympas et qu'il arrive des trucs sympas. Donc voilà, une simple balade avec ton fils, ça peut être aussi super sympa et tant que ça fait décrocher des écrans, je pense que c'est toujours ça de prix. Donc voilà Arthur, j'espère que je t'aurai donné quelques petites billes. Eh ben dis donc, je dois parler parce que le soleil se couche. Alors aujourd'hui, je me suis pas embêté à faire un feu et à préparer une tisane ou quoi que ce soit. J'ai tout amené dans un petit thermos. Et je remercie mon camarade François au passage qui m'a fait parvenir sa récolte mirobolante de chaga. Donc on coupe des morceaux de chaga, on les met directement dans de l'eau chaude, on laisse infuser un bon moment et on boit. Et normalement, ça stimule le système immunitaire, ça lutte contre le cancer, c'est des antioxydants, etc., etc. Bref, c'est la panacée. Bon, c'est toujours sympa d'utiliser des ressources qu'on a récoltées dans la forêt, même si on ne sait pas trop à quoi ça sert. Et là, en l'occurrence, on ne sait pas trop à quoi ça sert, mais au moins on sait que c'est pas toxique. Allez, pour terminer, petit conseil de lecture. Alors un conseil de lecture un peu particulier, puisque je vous ai fait en quelque sorte un résumé. Alors je vous ai amené un des livres qui m'a le plus marqué ces dernières années et je l'ai protégé dans une écharpe, dans une étole, parce que j'y tiens beaucoup. C'est une édition collector, donc réimprimée en 1989 d'un livre qui est sorti en 1949. Je ne l'ai pas payé cher, je l'ai acheté d'occasion. Ce livre, petite bruine. Ce livre, c'est The Jungle is Neutral de Freddie Spencer Chapman. Alors, ça a été traduit en français sous le nom La jungle est neutre. Ce qui en dit long déjà sur l'état d'esprit de l'auteur vis-à-vis de la jungle malaisienne, indonésienne, singapourienne. Alors ça remonte à la Seconde Guerre mondiale, lorsque le Japon envahit la Malaisie anglaise, la Malaisie britannique. À l'époque, donc, la grosse question c'était comment résister face à l'envahisseur japonais. Eh bien, il y avait un type qui avait une paire de couilles grosses comme ça,
qui s'était mis en tête de former des petits bataillons de guérilla, ce qu'il appelait des leftovers, donc des gens qui restent planqués dans la jungle par petits groupes pour aller saboter toutes les actions des Japonais. Alors ce type-là, en fait, déjà âgé d'une vingtaine d'années, il a participé à des explorations polaires, donc dans le pôle Nord. Parmi ses quelques faits d'armes, disons qu'il a survécu à une tempête dans un simple canoë en peau de phoque pendant plus de 40 heures. Il a survécu à une attaque d'ours polaire qu'il a abattu d'une main et pris en photo de l'autre main. Puis ensuite, il a bouffé les reins fumants de la bestiole pour se nourrir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a sauvé un de ses camarades qui s'était paumé sur la banquise. Il a appris à vivre dans... il y a une nuée de pigeons qui vient vers là, donc c'est que peut-être il y a une bestiole qui arrive de l'autre sens. Bon bref. Il a appris à vivre avec les Esquimaux, il a appris le langage esquimau, il a appris à écrire l'esquimau, il a appris notamment énormément d'indices de navigation naturelle, donc c'est pour ça en fait que je le connais un petit peu, c'est que j'ai lu certains de ses autres ouvrages. Et pendant tout ce temps-là, il a trouvé le temps quand même de faire un enfant illégitime avec une femme esquimau, ce qui est génial. Il est parti en exploration pour essayer de retrouver le Dalai Lama dans les années 30, me semble-t-il. L'exploration s'est soldée par un échec, mais au retour, il s'est dit qu'il pouvait éventuellement gravir un pic dont j'ai oublié le nom, un pic tellement dangereux qu'en fait ça ne sera pas gravi à nouveau avant les années 1970. Bon bref, un type assez marrant, et en fait la meilleure méthode pour résumer son mode de vie, c'est tout simplement quand Rambo rencontre Darwin. Puisque le bonhomme, il est dans la jungle malaisienne, il est parfois pourchassé par les Japonais, il mène des opérations de sabotage, et puis surtout il prend le temps de faire de l'ornithologie, de presser des plantes dans des herbiers, d'observer les animaux sauvages, bref. Vraiment un type assez épatant. Il a une phrase qui m'a beaucoup fait rire dans ce livre-là. Il a dit... Petite coupure. Donc il a eu une phrase, moi, qui m'a fait beaucoup rire lorsque je l'ai lu. Il a dit « Partout où j'allais au monde, je prenais le temps de presser des plantes en herbier et de récolter des graines que j'envoyais aux jardins royaux de Kew Gardens. Et je ne vois pas pourquoi la présence des Japonais aurait dû m'en dissuader. » Donc ça vous montre un peu l'état d'esprit du bonhomme qui continue à observer la nature alors qu'il est en situation de guerre, réellement pourchassé, surtout qu'il est atteint du paludisme qui lui donne des attaques régulières. Il perd conscience pendant 17 jours et il tombe dans le coma. Et en fait, il déduit qu'il a été dans le coma parce qu'il était tout seul dans un abri. Et il trouve dans ses notes un trou de 17 jours. Donc il se réveille évidemment amaigri, très fatigué, etc. Donc il est dans la jungle, tout va bien, il navigue uniquement à la lueur de la lune, en s'orientant grâce aux étoiles. Il fait des descriptions assez phénoménales de l'écosystème en fait, de la jungle dans laquelle il évolue. Il est capturé par les Japonais à un moment et il arrive à s'évader en mimant une crise de vomissement bien dégueulasse parce qu'il avait gardé suffisamment de salive. Il se vante d'ailleurs de l'effet qui était assez réaliste. Qu'est-ce qu'il fait d'autre de marrant? Oui, rien que dans les 15 premiers jours de l'invasion japonaise, donc il fait le listing de toutes ses actions. En gros, il arrive à faire dérailler une bonne dizaine de trains et détruit une vingtaine de voies ferrées, il fait effondrer une quinzaine de ponts, il détruit 40 véhicules différents, notamment des camions, et je crois qu'il fait plus de 70 victimes japonaises, ou peut-être plus d'une centaine, je sais plus. Enfin bref, il consomme des kilos entiers d'explosifs et des centaines de grenades. Enfin, un gros taré, un gros baiser de la caisse, mais qui aime la nature et qui continue de faire des jolies descriptions de ses rencontres, notamment avec des tigres. Donc quelque chose vraiment d'assez étrange, puisqu'on oscille entre le récit de guerre vraiment bourrin et juste le carnet de voyage naturaliste. Ça donne quelque chose d'assez rocambolesque, d'assez drôle en fait, d'assez humoristique. Donc vraiment un livre que je vous recommande. Donc dans sa version française, La jungle est neutre. Dans sa version anglaise, The Jungle is Neutral. Et normalement, alors je vais pas toucher la version française, normalement vous avez également quelques photographies et également à la fin
une carte de tous ces déplacements. Donc on voit la distance qui a été parcourue par un homme qui est malade du paludisme, pourchassé par les Japonais, mais qui prend du bon temps finalement dans la jungle et qui sera évacué au moyen d'un sous-marin britannique. Voilà, donc ce qui est drôle en fait, c'est que j'avais découvert ce personnage-là dans un livre, alors dans un vieux livre, ça date des années 70, ça s'appelait L'Album des Jeunes. À l'époque, il publiait un livre par an, donc je ne suis pas si vieux que ça, même si j'ai des cheveux blancs, mais tout simplement, c'est que j'avais à disposition ces livres-là chez ma grand-mère, et je lisais ça lorsque j'étais en vacances chez ma grand-mère. Et je me souviens très bien avoir lu un récit abrégé de Freddie Spencer Chapman, et à l'époque, je m'étais dit, waouh, ça c'est un sacré mec. Et c'est ça aussi qui m'a donné envie finalement d'apprendre à me débrouiller dans la nature. C'est quand on voit ce genre de récit, on se dit que quand on passe une mauvaise nuit sous le tarp parce que il fait froid, il pleut, nanana, ça remet les choses à leur place. Oui, il y a un passage où il est obligé aussi de s'attacher la mâchoire pour pas que les Japonais qui passent juste à côté puissent entendre ses dents claquer à cause du froid. C'est assez ouf. Allez, j'ai dit que j'allais peut-être vous donner des devoirs, donc en fait tout simplement je vous encourage à aller faire des petites recherches par vous-même, notamment lors de vos sorties. Et pour ce coup-là, donc je vous propose simplement de vous intéresser à 3 ressources naturelles qui vous permettent de créer des flammes. Donc je ne vous parle pas de l'amadou par exemple, je vous parle vraiment de ressources naturelles qui permettent de créer des flammes. Donc d'ici là, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, vous pouvez m'écrire à question sans s @albancambe.com. Vous pouvez m'écrire sur Instagram, mon profil Instagram c'est @albancambe tout attaché. Vous pouvez m'envoyer un message vocal sur mon profil Anchor en cliquant sur Send Voice Message, et que vous ayez un téléphone portable ou un ordinateur équipé d'un micro, vous pouvez m'envoyer directement un message vocal que je peux diffuser dans le podcast. Donc si vous voulez que le podcast perdure, envoyez vos questions, n'hésitez pas, on est là pour discuter ensemble. Sur ce, la bruine est en train de tomber un petit peu et je vois des nuages, des nimbostratus qui se rapprochent, ce qui m'indique qu'il va effectivement flotter. Donc, je vous dis à une prochaine fois, bonne journée et bon bushcraft à tous.